Si je vous parle d'Égypte ancienne, vous allez me dire pyramide, vous allez me dire temple, vous allez me dire pharaon, Akhenaton, Toutankhamon, ou même Ramsès, vous allez aussi me dire mystère inélucidé. Eh bien, vous avez raison. Mais dans tout ce tumulte aussi fabuleux qu'intrigant, eh bien, vient s'insérer une toute petite chose, une grosse chose même, un détail qui n'en est pas un, et qui vient un petit peu chambouler l'histoire de l'Égypte, mais qui pourtant est beaucoup moins connu. Il s'agit de l'obélisque inachevé d'Assouan, attribué à Hatchepsout, la pharaone, aux alentours de 1500 avant Jésus-Christ. L'érection de l'obélisque d'Assouan n'a jamais vu le jour. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons encore ce que l'on appelle l'obélisque inachevé d'Assouan. Alors comment est-ce que les Égyptiens ont pu tailler dans un premier temps l'obélisque, puis ensuite comment est-ce qu'ils avaient prévu de le sortir de son lit? Officiellement, on pense que l'obélisque a été façonné grâce à des boules de dolérite. Pour ce qui est de l'extraction, personne ne s'est aventuré dans des suppositions. Concernant le façonnage avec ces boules de dolérite, une personne s'est élevée en proposant une alternative. Si vous suivez la chaîne, vous connaissez cette personne. Il s'agit de Claude Oberlin, que vous avez déjà pu voir dans des vidéos, dont vous retrouverez évidemment le lien dans la description. Et ce même monsieur s'est aussi lancé dans des propositions pour extraire l'obélisque, avec même une démonstration à l'échelle, tant en taille qu'en densité. Démonstration que vous trouvez aussi dans la description si vous ne l'avez pas encore vue. Mais très récemment, il a fait une découverte absolument stupéfiante qui met à mal à la fois le façonnage avec les boules, donc cette version officielle, et il met aussi à mal la raison pour laquelle le chantier aurait été abandonné. En effet, on dit que ce chantier a été abandonné à cause d'une ou plusieurs fissures qui mettaient en péril l'exécution du projet absolument pharaonique dans tous les sens du terme. Pourtant, grâce à cette découverte qu'il vient de faire, eh bien, d'une pierre deux coups, sans mauvais jeu de mots, il annule totalement la théorie des boules et la théorie, et ça c'est une première, je pense peut-être mondiale, de l'abandon du chantier en raison de la présence de failles. Cette découverte, elle est toute petite, c'est un fissuromètre. Et dans cette vidéo, vous allez voir comment il va nous expliquer comment la réalisation d'un fissuromètre, ça n'a rien de technique, rassurez-vous, comment la réalisation d'un fissuromètre ne peut pas être compatible avec le façonnage avec des boules de dolérite et ne peut pas être compatible non plus avec un éventuel abandon du chantier en raison de fissures, de failles dans cet obélisque. C'est absolument époustouflant ce qu'il a trouvé. Il va vous expliquer tout ça dans la vidéo, à tel point que cela risque de mettre à mal la sérénité des fantômes des explorateurs du 19e et du 20e siècle. En parlant de fantômes, je souhaite prendre un tout petit instant pour saluer et remercier le partenaire de cette vidéo, CyberGhost VPN. Parce que bon perso, je sais pas vous, mais moi en tout cas, ça me branche pas spécialement qu'on me pique mes données et qu'on sache absolument tout ce que je fais sur Internet. Parce que sans VPN, qu'est-ce qui se passe quand on surfe entre guillemets librement sur Internet? Eh bien chaque clic qu'on fait est enregistré et on se rend rapidement compte que nos données perso sont accessibles et parfois même revendues. Donc il y a un moment, il faut que ça cesse. Mais justement, CyberGhost permet de totalement conserver son anonymat et de sécuriser ses données perso. Impossible que quiconque sache ce qu'on consulte, d'où on se connecte, etc. Bref, on devient un vrai fantôme, mais c'est pas tout, ça permet aussi d'accéder à des contenus bloqués, par exemple sur Netflix, suivant le pays duquel on se connecte, eh bien, il n'y a pas les mêmes contenus qui sont accessibles. Eh bien, avec CyberGhost, boum, tout est débloqué, il suffit de se connecter virtuellement du pays qu'on veut et on obtient accès à tout ce qui était auparavant bloqué. Et c'est valable pour plus de 35 plateformes de streaming. Donc franchement, on est tranquille. Évidemment, CyberGhost est dispo sur Windows, sur Mac, sur iOS, sur Android, Smart TV, sur les consoles de jeux et même Linux. Et pour ceux qui ont plusieurs appareils, famille ou autres, dans le même foyer, vous pouvez vous connecter avec un seul compte CyberGhost VPN sur 7 appareils différents. Et pour ce qui est de la confiance, il suffit d'aller sur Trustpilot, qui est un site référence en la matière, pour voir qu'il obtient presque la note parfaite avec plus de 13 000 avis différents. Donc spécialement pour vous sur Planète Raw, vous trouverez dans la description un lien qui vous donnera accès à 84% de réduction, ce qui fait seulement 1,95 € par mois, l'équivalent de quoi d'un croissant aux amandes ou d'un petit expresso. Est-ce que ma liberté et mon anonymat sur Internet valent plus qu'un croissant aux amandes? Perso, la question ne se pose pas. Et puis vous avez aussi 4 mois gratuits ainsi que 45 jours pour annuler le truc si jamais finalement ça vous branche plus trop. Donc profitez de ce truc, vous allez devenir transparent, invisible sur Internet et toutes vos données perso seront conservées. Ça c'est pour le petit remerciement. Maintenant, en remerciant aussi ceux qui se sont abonnés à la chaîne ou qui m'ont rejoint sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, pour avoir accès à un contenu complémentaire de celui que je partage ici en vidéo sur YouTube, eh bien je vais laisser la parole à Claude Oberlin qui va nous décrire et nous expliquer cette découverte
de fissuromètre qui annule totalement plus de 2500 ans d'histoire erronée. C'est parti. Il est clair que l'égyptologue, il est tellement plus intéressant de découvrir 100 sarcophages ou 50 sarcophages et d'avoir le monde entier qui se déplace. Il est clair que si moi je parle de l'extraction de l'obélisque, le monde entier ne va pas se déplacer avec les caméras. Et puis ça ne les passionne peut-être pas forcément non plus. Et de plus, ce sont des techniques qui ne font pas forcément partie de leur formation. Un égyptologue, ce qu'ils font eux, je n'y comprends rien. Je ne sais pas lire les hiéroglyphes, je ne suis pas formé là-dessus. Moi, je suis un technicien, un chercheur, mais j'aimerais avoir de temps en temps en face de moi des jeunes qui sortent d'école, je suis sûr qu'ils seraient vite passionnés. Ils ont des écoles d'un excellent niveau au Caire, et c'est le genre de choses que j'aurais bien aimé leur proposer. J'ai essayé d'envoyer un dossier qui en principe est au Caire, mais pour le moment, je n'ai pas de retour. Il faut dire que le corona n'arrange rien, ça c'est certain. Mais j'aimerais bien effectivement qu'on s'y intéresse un peu plus, parce que la preuve, quand on voit toutes les réactions des gens qui ont envie d'en savoir un peu plus sur cette chose-là, voilà, on y arrivera peut-être un jour à les faire participer à ce travail. On espère. Croise les doigts. Mais au-delà des égyptologues, il y a aussi des tailleurs de pierre ou des directeurs de fouilles avec qui tu as été en échange aussi, enfin en contact, pardon. Je ne me souviens plus, je crois que c'était une personne qui était en... Oui, non, mais c'est quelqu'un que j'ai eu au bout du fil, un homme brillant qui fait énormément de travail. Il m'a quand même dit qu'il n'était pas d'accord avec ma théorie. Ce que je peux comprendre. La taille non plus d'ailleurs. On n'est pas d'accord sur mon hypothèse sur l'abrasion. D'après lui, il ne colle pas. Je peux l'accepter et je ne vais pas aller contre. Par contre, il m'a dit que, dans la discussion, il m'a dit que... Je me permets de couper. Lorsqu'il n'était pas d'accord avec ta théorie sur l'abrasion, quelle était la contre-offre, si je puis me permettre? Ben, tout simplement que, d'après lui, s'il y a abrasion, ce qui est très cohérent, les surfaces, les cuvettes seraient plus lisses. Il n'a pas totalement tort, mais cette forme de cuvette, à mon avis, ne peut pas être réussie aussi uniforme tout au long de cette carrière à coup d'impact. Donc là, on n'est pas d'accord du tout. On y retournera d'ailleurs, ça m'a mis quelques puces à l'oreille, il faudra que j'aille vérifier d'autres choses. On y retournera avec un microscope électronique, on va faire quelques relevés quand on pourra le faire. Donc il y a des gens qui sont absolument persuadés que cette extraction, selon la méthode suggérée par M. Engelbach, les boules de dolérite, évidemment il y en a des milliers sur place, il a bien fallu qu'elles servent à quelque chose. Pour ma part, je n'en suis pas convaincu parce que j'ai d'autres éléments. J'ai d'autres éléments, si tu veux, on les enclenche, puisque tu m'as aiguillé là-dessus. Vous avez, à la surface de cet obélisque, vous avez des diaclases. Pour faire plus simple, des petites fissures. Il y en a deux qui font plusieurs mètres, qui pénètrent entre 15 et 30 degrés, je dirais même entre 20 et 30 degrés dans l'obélisque, et qui sont donc, semble-t-il, les raisons d'avoir abandonné ce chantier, parce que l'obélisque a commencé à se fissurer. Alors là, j'ai quand même fait des découvertes étonnantes. Donc il y en a deux dessus. Il y en a une autre de ce côté de la tranchée verticale, et j'ai vraiment analysé ça. On a quand même passé des dizaines d'heures sur ce terrain. Et je me suis rendu compte d'une chose qui n'a jamais été mentionnée. Eh bien, cette diaclase que j'ai pas pu représenter sur la maquette, mais il y en a une qui part comme ça, dans ce sens. Eh bien, cette diaclase, cette petite fissure, tout le long de la fissure, regardez bien les photos, vous pouvez voir, il y a une cuvette, mais une cuvette en continu. J'essaierai de trouver des photos suffisamment bonnes pour illustrer ce que tu dis. Tout ceci est contemporain à l'édifice. Donc, ils se sont rendus compte, bien entendu, qu'il y avait une fissure et ils ont voulu en vérifier l'incidence possible sur le géant. Donc ils ont creusé des cuvettes
tout le long de cette fissure. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, regardez bien les photos, et ça, je regrette bien que personne n'en ait jamais parlé. Au bout, quand la fissure s'arrête de pénétrer dans l'obélisque, ils ont façonné par abrasion un fissuromètre. Vous allez rire, c'est un terme technique moderne, mais je n'en connais pas d'autre. Quand on a une cathédrale, et là je sais de quoi je parle aussi, pour en avoir visité un très grand nombre. Et peint. Tu en as aussi peint des dizaines. Oui, ça c'est d'accord, parce que le dessin c'est aussi une de mes passions. Quand on se rend compte qu'un édifice bouge, ce qui arrive très souvent, affaissement, etc., on colle des fissuromètres. Alors soit c'est une petite plaque en plâtre, soit c'est une plaque en verre, soit c'est un curseur qui coulisse l'un sur l'autre, soit maintenant c'est des appareils électroniques, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ceci pour voir si la fissure continue de bouger. Ils ont créé ça il y a 3500 ans. 3500 ans après, je l'ai vérifié de très près, ça n'a pas bougé d'un micron. C'est quand même intéressant. Ça veut dire que la fissure n'aurait pas été aussi menaçante que ce qu'on croit? C'est ma nouvelle théorie là-dessus. Ces deux fissures n'auraient en aucun cas, je prends toutes mes précautions, c'est une nouvelle... ces deux fissures, à mon avis, n'auraient en aucun cas menacé cet obélisque. D'autant plus que quand on visite le site de Karnak ou d'autres endroits où il y a des obélisques debout, il manque quelquefois de sacrés angles. Donc il y avait, pour que ces angles lâchent, soit ils l'ont cassé en le levant, ce que je ne crois pas, soit avec le temps, des fissures, des micro-fissures de l'époque ont fait que des angles ont lâché. Je vous ai parlé brièvement de ces deux petites fissures, avec leur fissuromètre chaque fois à l'extrémité. À la verticale, à peu près à mi-chemin, je ne sais plus très bien à quelle distance, il y a une autre faille qui, elle, fait plus de 2,50 m, 3 mètres de haut, à peu près au milieu, 2,50 m, à peu près au milieu de l'obélisque. Et là, toutes les interprétations ont été fausses jusqu'à présent. On se demandait pourquoi ces bombages. Eh bien, là aussi, ils ont longé une faille qui, elle, est plus menaçante parce qu'elle rentre, déjà sur toute la verticale, elle pénètre dans l'obélisque, et ils ont creusé très profondément, je sais pas moi, à la louche, 10 ou 15 cm de profondeur, ils ont creusé des cavités que d'un côté de la faille. Ceci pour garder l'autre côté en état, pour voir ce qui se passe, pour que visuellement, ils puissent se rendre compte si c'est une faille, comment dire, fatale pour le monolithe ou non. Voilà. Et tout en haut, quand on est dans le fossé, on est à peu près à cette hauteur, il y a de nouveau un fissuromètre. Alors c'est quoi un fissuromètre d'il y a 3900 ans? Eh bien, c'est sur disons 18 à 20 cm de long, c'est un demi-boudin qu'ils ont gravé à cheval sur la fissure, ceci pour voir si ça peut bouger ou pas. Et cette faille-là n'a pas bougé non plus d'un micron. Par conséquent, c'était des failles naturelles dans la pierre, et je ne suis plus sûr aujourd'hui que ce chantier ait été abandonné pour ces raisons-là. Mais là, ça dépasse mes compétences, il faudrait historiquement voir ce qui s'est passé à cette époque-là, sur un plan économico-social, etc., etc. Ceci pour essayer de se rapprocher le plus près possible de la vérité. Voilà un petit peu les quelques détails sur ces éléments-là qui n'ont jamais été non plus proposés ni suggérés. Extrêmement important, Yann, extrêmement important. C'est là où je continue de défendre ma théorie d'abrasion. Ces cuvettes qui ont été creusées à cheval sur ces failles, je les ai regardées de près. Et quand je dis de près, à la loupe. Quand on fait ce genre de cavité par impact avec une bolle de dolérite, à un moment donné, on va être obligé de taper sur la fissure. Et à force de taper sur la fissure, les angles vont se casser. Et on va voir une fissure complètement hachurée d'éclat dû au choc. On n'a pas creusé ces éléments par impact, ni sur le dessus, ni à la verticale. Tout a été fait, ça fait pas l'ombre d'un doute, je suis extrêmement sûr de moi à ce niveau-là. Enfin, je peux me tromper. Quand tu es sûr ou tu peux te tromper? Non. Je veux dire par là que j'ai toujours tendance, par passion, de m'emballer un peu, alors que je veux toujours dire par là, ce n'est qu'une hypothèse.
et ce sera toujours qu'une hypothèse. Mais avec des boules de dolérite, on va casser l'angle et ça se verrait encore 3500 ans après. Or, ces angles qui sont en bord à bord n'ont pas 1 millimètre de casse. Et on ne peut obtenir cette qualité de jonction que par frottement et par abrasion.